Voilà. Oui, donc en fait, oui, ça ne vous tombe pas dessus. C'est vous qui décidez de faire tout ce que vous avez à faire dans votre semaine. C'est vous qui décidez de vous générer votre propre charge mentale. C'est vous qui décidez consciemment d'aller à toutes ces réunions. C'est vous qui décidez de rayer un maximum de choses dans votre to-do list. Et c'est bien ce que tu disais, Anne, personne ne vous force psychologiquement ou physiquement à faire les choses. Sinon, vous ne devez pas être là aujourd'hui avec moi, vous devez plutôt aller chercher de l'aide à l'extérieur, d'accord? Genre aller contacter la médecine du travail ou je sais pas, ou la police en disant on me force. Voilà. Donc personne ne vous force. Je parle de voilà, de vraiment ce rapport de force-là. Personne ne vous force, c'est vous qui faites ce choix-là. Et je pense que certaines d'entre vous, donc c'est bien, vous êtes d'accord, mais je pense qu'il y en a quand même. Alors attendez, j'ai beaucoup de messages. Qu'est-ce que me dit Siva? Oui, mais on ne peut pas refuser toutes les réunions de travail auxquelles on est convié. Oui, on peut décaler de quelques jours. Comment dire non à son manager? Super Siva, ton commentaire vient à point nommé. Parce que j'allais dire, il y en a certaines d'entre vous qui vont m'expliquer. Delphine, c'est bien mignon ce que tu racontes là. On a l'impression de vivre dans un monde de bisounours, mais moi, je suis obligée de faire un certain nombre de choses. D'accord? En fait, c'est pas que vous êtes obligé. Ce qui se passe en réalité quand vous décidez d'accepter de cette réunion et que vous vous dites bah non, je ne peux pas dire non, c'est que vous avez analysé, peut-être consciemment ou inconsciemment, les conséquences si vous ne faisiez pas cette réunion, si vous n'allez pas à cette réunion en question, ou si vous ne faisiez pas cette action en question. Donc, je reprends l'exemple de Siva. On pourrait se dire, oui, mais si je ne vais pas à cette réunion, ce sujet n'avancera pas, je vais louper des infos importantes, je ne serai pas bien perçue par mon chef, par mes collègues. Si je ne gère pas cet aléa maintenant, personne ne va le faire, on va se retrouver dans la mouise plus tard avec du retard, des coûts supplémentaires, peut-être moins de performance produit. Après, je vous laisse mettre dans les 3 petits points ce qui va bien en face. Et vous pouvez également vous dire, mais je suis obligée de rayer un maximum de choses dans ma to-do list parce que si je ne le fais pas, alors ça veut dire que je suis nulle, que je ne suis pas assez performante par rapport aux autres, et ça veut dire que je n'avance pas assez vite et assez bien dans tous les projets que j'ai. OK? Là, je vous invite à remarquer que c'est vous qui vous mettez la pression. C'est vous qui vous mettez la pression en disant « mais je vais générer du retard si je ne traite pas cette urgence. Je ne vais pas être validée par mon chef si je ne vais pas à cette réunion. Je ne vais pas avancer assez vite si je ne raye pas toute ma to-do list. » Donc, en fait, la clé pour pouvoir libérer 10 à 15 heures par semaine, ce n'est pas d'intégrer une méthode de planification lambda et d'exécuter les tâches avec un certain outil magique, mais c'est plutôt de regarder si les choix que l'on fait actuellement, on les fait de façon délibérée. Est-ce qu'on est d'accord avec les choix que l'on fait? Et c'est surtout de porter un regard différent par rapport aux montagnes de choses que vous avez à faire et qui vous tombent dessus. En fait, c'est de comprendre que dès que vous avez un nouvel élément qui arrive dans votre champ de perception, donc une réunion, un aléa, une nouvelle tâche qui se rajoute à votre to-do list, un nouveau truc à lire, je ne sais pas moi, un nouveau sujet à traiter, c'est vous qui décidez de le faire parce que vous trouvez que la conséquence de ne pas réaliser cette tâche est plus pénible que son exécution. Okay, vous préférez quand même aller à cette réunion parce que vous ne voulez pas vous prendre les critiques de votre chef. Vous voulez quand même aller à cette réunion parce que vous vous dites « non, mais je vais peut-être louper certaines infos importantes ». Et je ne dis pas forcément qu'il faut tout le temps dire non ou qu'il faut tout le temps refuser. On verra par la suite comment faire. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, c'est votre mode de fonctionnement par défaut, en fait.
Alors, attendez, je regarde. Comment gérer les choses qu'on ne peut pas vraiment déléguer, repousser, annuler et qui sont importantes pour nous? Oui, Victoria, j'y reviendrai plus tard. Je me le note. Donc, en fait, on a une façon de penser par défaut aujourd'hui qui fait qu'en fait, on veut tout faire bien et parfaitement. Et pourquoi? C'est parce que dans la société, on va dire, de la façon dont on a été éduqué, la façon dont on a eu reçu donc une éducation parentale, culturelle, sociétale, fait que depuis qu'on est toute petite, et particulièrement les femmes, on nous martèle qu'il faut être bon partout, tout le temps, être vraiment bonne dans toutes les matières. Voilà, en fait, si on est bonne en maths, en physique et en chimie, mais que par contre on est nul en sport, bah, ça va pas. Il va falloir remonter le niveau, remonter la barre côté sport. Vous êtes toutes d'accord? Je veux dire, voilà, on peut avoir 18 sur 20 partout, mais il y a une ou deux matières. Voilà, l'histoire géo, c'est pas notre truc. Le professeur va quand même dire, ouais, enfin bon, quand même, va falloir faire un petit effort là. Vous voyez? Et pareil, donc que ce soit en termes techniques, donc dans les matières, ou même d'un point de vue comportemental. Il faut être sage et poli et gentil et courtois pour avoir la validation des adultes. Et donc ça se poursuit même une fois que l'on est salarié ou entrepreneur. On va vous expliquer qu'il faut avoir le contrôle sur tout ce que l'on fait, sur son temps. Donc il ne faut pas qu'il y ait de dérive lorsque l'on est dans sa semaine de travail. Il ne faut pas avoir d'échecs. L'échec est interdit surtout dans la culture française. Et donc, il faut lisser sa com, il ne faut pas créer de tension, il ne faut pas faire de bruit. Enfin, moi, par exemple, là où je travaille, voilà le type de feedback que je reçois de mon manager. Les rares fois où j'ose dire ce qui ne va pas. D'accord? Et donc, tout ça, c'est parfaitement normal. La seule raison pour laquelle on agit en se sentant obligé de faire les choses en se pressurisant, donc on se pressurise nous-mêmes, c'est parce qu'on nous a inculqué ça depuis que l'on est plus jeune, enfin, depuis notre plus jeune âge. Et donc, c'est normal que ce soit notre comportement par défaut. Et c'est là-dessus que l'on doit faire, on va dire, une mise en lumière. Parce que à l'heure actuelle, en fait, on a une espèce de filtre en permanence, on a une espèce de masque, en fait, sur nous-mêmes, notamment dans le monde professionnel. Donc, en fait, on met un masque sur notre façon de communiquer, sur notre façon de nous comporter, notre posture et notre intonation, qui fait qu'on n'ose pas dire vraiment, on n'ose pas vraiment communiquer, on n'ose pas vraiment dire ce que l'on pense et ce que l'on pense qu'il serait bien de faire. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques par rapport à ce que je viens de vous dire? Vous avez le droit de me dire que vous n'êtes pas d'accord. Vous avez le droit de me dire que vous êtes d'accord. Moi, je me dis ça dépend, beaucoup des environnements de travail. Parce que c'est vrai que quand tu parles de se mettre la pression tout seul, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Qu'il y a beaucoup de choses, en fait, où je me suis sentie mal au travail, mais c'est parce que c'était dans ma tête, tu vois? Mmh. Vraiment, moi, je me suis mis la pression toute seule en disant: «J'aidais pas assez mes collègues, que c'était pas assez bien, que j'avançais pas assez vite sur les trucs, en fait, que je maîtrisais pas». Et à côté de ça, j'ai jamais connu d'environnement de travail où je pouvais pas dire ce que j'avais à dire. Du coup, j'ai toujours eu un espace de parole et là, quand j'ai vécu, voilà, des difficultés au travail par rapport à ça, bah, mon manager, il a été capable, en fait, d'entendre, et même lui, en fait, il était d'accord. Il me dit: «En fait, tu t'es mis la pression toute seule parce que moi, je t'ai pas demandé de devenir comptable en 2 mois et cetera, machin». Donc le fait de lisser sa communication et de porter des masques, je pense que ça dépend de l'environnement. Parce qu'il y a des environnements où en fait tu peux être toi-même et apprendre à dire les choses. Après, dans notre société actuelle, je pense que c'est pas encore, la norme, mais quand on a la chance finalement de tomber sur ces environnements en fait, qui sont safe et où tu peux t'exprimer, je pense que ça aide en fait à faire le switch Oui, en voyant que tu te mets la pression toute seule et apprendre à dire en fait, tes besoins, poser tes limites, et oui, dire ce qui doit être, amélioré, pour toi et même pour l'équipe ou pour,
pour la société pour laquelle tu bosses, quoi. Tout à fait. Et j'ai aussi envie de rajouter par rapport à ce que tu viens de dire, tu n'es pas obligé d'être dans un environnement safe Mmh. pour pouvoir faire passer des messages. Non, mais du coup, Voilà. ça aide en fait à ancrer cette, gymnastique. Après ça dépend de la personnalité des gens. Il y a des gens en fait, ils diront tout, ce qu'ils pensent, peu importe la personne et le lieu, le cadre où ils sont, quoi. Mais après, c'est vrai que si du coup tu sens que c'est pas la philosophie de la maison ou la façon le moule dans lequel on t'attend, c'est un peu compliqué, quoi. Mais c'est vrai, tu as raison, il faut pas se Oui, limiter, à attendre d'avoir de la sécurité pour dire, tes besoins et dire les choses. Mmh. oui, tout à fait. Et du coup, vous avez des commentaires, les autres? Si vous voulez, venir prendre la parole, vous pouvez. Si vous voulez mettre un message, vous pouvez dans le chat. Alors, mon problème aussi, c'est que je suis perfectionniste, mais lente. Je n'accepte pas de produire un travail médiocre. Donc, quand les délais imposés par ma hiérarchie sont très courts, j'enchaîne les heures sup. Ouais. Et bien, tu vois, encore une fois, c'est toi qui as une exigence élevée par rapport à ton travail, c'est pas forcément ta hiérarchie. Donc là, ce qui est intéressant, par exemple, pour toi, Siva, c'est de te demander, est-ce que, est-ce que je préfère faire un travail de qualité selon mes exigences et faire des heures sup et livrer quelque chose qui me plaît à moi? Ou est-ce que je préfère faire un travail de qualité qui ne répond pas à mes propres exigences, mais qui vont répondre aux exigences de ma hiérarchie? Parce que je vous assure qu'entre vos exigences à vous et les exigences de votre hiérarchie, il y a genre ça d'écart. Et donc, est-ce que j'accepte de produire un travail de qualité aux yeux de ma hiérarchie, mais pas vis-à-vis, enfin, mais pas à mes yeux, et de faire moins d'heures sup, du coup. Et c'est un choix. Et les deux sont acceptables. C'est là où je veux en venir aussi. C'est qu'est-ce qui est à votre image? Dans quelle situation est-ce que vous vous sentirez le mieux? Il y a des personnes qui sont très perfectionnistes, qui sont contentes de peaufiner, 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 même si ça veut dire passer 2 ou 3 heures supplémentaires, alors qu'elles ont déjà atteint, on va dire, un 80% de réalisé qui est vraiment bien avec tous les éléments qu'il faut dedans. Et elles vont quand même peaufiner parce qu'elles savent que c'est comme ça qu'elles se réalisent. Et c'est parfaitement OK. Le tout, c'est d'assumer les conséquences. Là, la conséquence, ça va être de passer 2-3 heures supplémentaires. Est-ce que tu es OK avec ça? Oui. Tu n'es pas OK avec ça? Bon, bah, dans ce cas-là, il faut retravailler les exigences vis-à-vis de toi. Et là, concrètement, ça va être de rediriger ton cerveau. En fait, je suis également perfectionniste, donc je vois très bien, mais en gros, quand tu vas vouloir rendre ta copie et vouloir cliquer sur le bouton envoyer dans ta boîte mail, ton cerveau va te crier dessus en disant mais non, mais t'as fait de la merde, mais surtout, mais n'envoie pas ça, mais t'es folle. Et là, à ce moment-là, ça va être déjà de prendre une grande inspiration, on va dire c'est moi qui pense que c'est de la merde. Les autres ne vont pas forcément penser que c'est de la merde, ils vont plutôt penser que c'est bien, que c'est correct au moins par rapport à l'attendu. Et c'est OK que je pense que ça soit de la merde et de cliquer quand même sur le bouton envoyer. C'est safe. Voilà à peu près le travail pour Siva. Ensuite, j'étais en train de penser aux lourdes contraintes administratives et aux autres de l'éducation nationale, aux personnes de moi à qui au-dessus de moi à qui parler au final et pas de supérieur hiérarchique. Je me dis ce que je vais faire de ces attentes et je me plains. Alors, tu as pas de hiérarchie, ouais, d'accord, tu as pas de chef direct et donc du coup, tu sais pas à qui te rapporter, c'est bien ça, Charlène? Donc on va continuer à avancer pendant que Charlène d'accord, OK. Et du coup, qu'est-ce qui est en ton contrôle, dans ton cas? Ce serait plutôt ça la question. C'est donc, en gros, tu as pas mal de contraintes administratives par rapport à
à tes fonctions, qu'est-ce qui est à ton contrôle? Ça va être plus simple en audio. Ouais, vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce qui est dans mon contrôle? En fait, on a le cadre réglementaire, en fait, n'est pas sous mon contrôle. Ce qui est dans mon contrôle, c'est la qualité de ce que je fais, la qualité des cours de préparation et la quantité tout de même, parce que même si on est censé faire le programme sur l'année, souvent on ne le termine pas. Et donc ça, c'est sous mon contrôle puisque donc finalement, c'est ce que je fais déjà, donc ce que j'étais en train de dire après. Par contre, ce qui a été très lourd, par exemple, c'est pendant le covid, je pensais à toutes ces contraintes informatiques où là, on n'avait pas de contrôle dessus, administratif, il fallait faire des remontées et ça, c'était difficile. Bon, donc dans ce cas-là, j'ai opté pour se plaindre aux collègues, hein. Mais au final, je te posais une question et en fait, j'ai répondu toute seule, mais c'est Ouais, vrai c'est ce que que j'allais te dire. voilà. Mais c'est vrai que quand j'entendais parler d'hiérarchie, eh bien, nous, on n'a pas de... Enfin, notre hiérarchie, c'est l'inspection et on ne va pas l'avoir pour des petits problèmes on n'arrive pas à tout faire, quoi. Ouais. Et l'autre question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce qu'il est écrit dans ta fiche de poste par rapport à toutes ces contraintes administratives? Est-ce qu'il y a une ligne qui dit Charlène doit remplir, doit passer, doit faire tout ça en termes Je de... ne sais pas. Ouais, non, on doit faire les programmes. Voilà. Après, est-ce qu'on doit les faire techniquement, si, mais de toute façon, personne ne le fait, donc, puisque c'est impossible. Donc, voilà. Donc, non, je pense pas. Après, quand on a les inspections, on ne nous demande pas forcément en plus d'avoir avancé à ce point-là dans le programme. Enfin, non, c'est une pression qu'on se met aussi, en sachant que c'est impossible. Donc, voilà. Mais on le sait à l'avance, mais on fait quand même. Bah, On essaye quand même, voilà. C'est oui, le côté perfectionniste encore qui revient, quoi. c'est ça. Encore une fois, en fait, la question à te poser, c'est quoi les conséquences si tu ne... Coucou. C'est quoi la conséquence si tu ne fais pas toute cette paperasse administrative, toute cette gestion administrative? C'est quoi la conséquence? Et est-ce que tu es prêt à l'assumer ou pas? Mm. Et est-ce que l'effort pour pouvoir l'assumer est beaucoup plus important que si tu prenais 1 heure et que tu faisais quand Oui. même toute cette paperasse administrative? C'est à toi de En fait, jauger. c'est les En fait. conséquences et Ouais. à doser. Et Ouais. C'est toi de juger, en fait. Si tu sais que, en gros, la conséquence, c'est que dans 6 mois, tu vas te retrouver avec l'inspection, par exemple, enfin, n'importe quoi, hein, qui va venir te demander de rendre des comptes en disant, dis donc, il nous manque tout un tas de paperasse, là, ça va pas du tout, t'as pas du tout bien informatisé, classé, rangé, et t'en es où dans ton programme, il te manque la moitié des choses. Si tu sais que l'énergie à déployer va être 2 semaines de boulot derrière, temps plein, que tu sais que ça va te tomber dessus, versus tu as 1 heure toutes les semaines, assez régulièrement à faire petit à petit, et tu sais que ça t'enlève beaucoup plus d'emmerde au final, bah, qu'est-ce que tu choisis de faire? Encore une fois, c'est toi qui choisis. Oui, oui, voilà. Mais c'est bien de en fait, penser aux conséquences dès le début et voir Oui, et juger en fonction. tout à fait. Bon. Est-ce que quelqu'un d'autre veut apparaître à l'écran pour poser des questions? Ou sinon, je passe à la suite. Non, c'est bon? Ok. Donc, du coup, en fait, je ne vous invite pas à sortir de vos gongs. C'est pas du tout ça, hein. Je vous dis pas allez-y, rebellez-vous, dites non à tout le monde et tout le temps. C'est pas du tout ça le message. C'est surtout de vous montrer qu'aujourd'hui, les choix que vous faites sont actés par la peur. La peur d'être mal vu par vos collègues, par votre chef, la peur de louper une opportunité, la peur qu'il vous manque une info, la peur que vous ne réussissiez pas dans vos projets. Et donc, vous faites des choix où vous vous retrouvez débordé au final, ou vous vous sentez pressurisé au final. Sachant que toute cette pression, ce débordement, c'est vous qui vous l'instaurez à vous-même. Donc, au lieu de faire ça, ce que je vous propose, c'est de faire des choix qui sont actés par la conviction. La conviction que c'est la bonne décision pour vous, que c'est la bonne décision pour vos collègues, pour votre propre entreprise ou dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Alors, concrètement, parce que là, on parle un peu c'est un peu méta, c'est un peu philosophique ce que je vous raconte. Concrètement, comment on fait en fait? Donc,
Vous prenez une heure le dimanche soir ou le lundi matin. À vous de décider quand. Vous prenez une heure dans la semaine. C'est mieux que ça soit en début de semaine, donc voilà, soit le dimanche soir, soit le lundi. Vous prenez 15 à 20 minutes pour rassembler tout ce que vous avez à faire dans une to-do list. Donc, la question à se poser, c'est dans un monde idéal, où j'ai un temps infini pour faire ce que je veux, qu'est-ce que j'aimerais faire? Et là, à mon avis, vous allez me sortir un très, très beau pavé de tout ce que vous voudriez faire. Et donc, par rapport à sa to-do list, il faut se demander qu'est-ce que je dois faire par rapport à ma fiche de poste, celles qui sont salariées? Qu'est-ce qui est attendu de moi? Ou si vous êtes entrepreneur, c'est qu'est-ce que je suis censée faire pour ramener des clients, générer du chiffre d'affaires? Et l'autre question à se poser également, que l'on soit salarié ou entrepreneur, c'est qu'est-ce que j'ai envie de préparer pour le futur? C'est quoi les futurs projets? Parce que c'est bien toujours de réfléchir avec 1 ou 2 coups d'avance. OK? Ensuite, vous sortez votre Google Agenda, votre Outlook ou votre agenda papier, peu importe. Chacune fait ce qu'elle veut. Et vous commencez à rentrer les éléments suivants. Donc, vous allez d'abord planifier vos pauses café, vos pauses déjeuner, les moments de repos ou de sieste. Moi, par exemple, les siestes, j'en fais. Je fais, par exemple, 10 à 30 minutes de sieste, les moments où mes enfants sont très malades et que je dors très, très mal la nuit. Voilà. Et parce que j'en ai besoin. Donc, vous mettez ça d'abord parce que c'est important de conserver du temps pour soi et de se préserver. Donc ça, c'est l'essentiel. On ne s'oublie pas. Ensuite, vous programmez toutes vos tâches de fond qui nécessitent beaucoup de concentration. Et je vous conseille 1 à 2 heures par jour. Pareil, là, vous allez le positionner à un moment où vous êtes, vous savez que vous êtes fraîche et disponible et concentré pour travailler sur ces tâches-là. Certaines personnes, c'est le matin. Certaines personnes, c'est plutôt le soir. Donc, ça va dépendre de vous. C'est à vous de décider. Donc, ça, c'est numéro 2, vous programmez vos tâches de fond. Numéro 3, vous regroupez les autres activités qui se ressemblent. Donc, quand je parle des autres activités qui se ressemblent, ce sont les réunions, ce sont les appels clients ou les appels internes. C'est tout ce qui est gestion de mail. Et là, pareil, c'est vous qui connaissez au mieux, c'est vous qui connaissez le mieux votre poste. Donc, est-ce que vous allez vous mettre plusieurs créneaux dans la journée, donc par exemple 2 créneaux où vous allez traiter du mail, 1 heure le matin, 1 heure le soir, ou est-ce que c'est uniquement une fois par jour? Pareil, par rapport à vos réunions, je sais que certaines ont beaucoup de réunions, moi par exemple, c'est mon cas. Est-ce que je vais plutôt planifier les réunions, par exemple, je vais laisser des créneaux de libre pour des réunions. Alors, certaines, je sais déjà ce que ça va être, d'autres, je ne sais pas encore, peut-être. Ça va arriver au fur et à mesure de la semaine. Donc, je vais me programmer des créneaux où je vais faire que enchaîner des réunions, d'accord? Ou que enchaîner de la gestion de mail, ou que enchaîner des coups de fil. Donc, troisièmement, voilà, regrouper les tâches qui se ressemblent et mettre des créneaux plusieurs fois dans la journée, plusieurs fois dans la semaine. À vous de décider. Et ensuite, on va également planifier, ou en tout cas avoir en tête, des moments dans la semaine où on va ou dans la journée. Ça, pareil, la fréquence, c'est vous qui décidez par rapport à ce qui vous tombe dessus. Des moments pour gérer les aléas. Vous savez que, par exemple, actuellement, dans la semaine, il vous arrive 1 à 2 fois de devoir gérer des urgences et que ça vous prend, je ne sais pas moi, en moyenne 2 heures à 4 heures. Et bien peut-être que vous avez besoin de planifier un créneau de 4 heures le jeudi matin pour pouvoir gérer vos urgences. Ou peut-être 2 fois 2 heures.
Donc, tous ces outils-là que je viens de vous donner, en fait, ce n'est pas des outils, c'est plutôt des repères pour pouvoir organiser votre semaine de travail. Ça reste des repères. À vous de les personnaliser et de faire en sorte que voilà, ça colle au plus près par rapport à votre semaine de travail. Et donc, vu que votre temps est limité et que là, à mon avis, par rapport à votre to-do list, vous avez peut-être rayé 4 cases, 4 lignes et qu'il vous en reste encore 150, n'est-ce pas? Vous avez des choix à faire. Vous avez des choix à faire par rapport au travail de fond. Donc, sur quel projet est-ce que vous allez faire du travail de fond? Sur quelle réunion vous voulez être présente? Et quels sont les types d'urgences que vous voulez traiter? Et là, vous avez des questions en filigrane à vous poser quand vous allez planifier, organiser votre semaine de travail. La question, c'est est-ce que vous faites ce travail de fond? Est-ce que vous allez à cette réunion? Est-ce que vous gérez cet aléa parce que c'est indiqué clairement dans votre fiche de poste? Est-ce que c'est indiqué dans votre fiche de poste que vous êtes sur ce périmètre-là? Si oui, c'est à vous de le faire, donc vous le planifiez. Par contre, s'il y en a trop en permanence et que, en gros, votre capacité, c'est de pouvoir travailler, je ne sais pas moi, vous savez que vous voulez travailler 40 heures par semaine et qu'au final, en cumulant tous ces mandats, tous ces éléments-là, vous vous retrouvez, je ne sais pas, plutôt à 50 heures, 60 heures, là, ça veut dire qu'il est temps d'avoir une discussion avec votre hiérarchie pour demander à recruter. Si ce n'est pas une charge qui est ponctuelle, mais que vous savez que c'est comme ça tout le temps, il faut demander de l'aide, ou en tout cas avoir une discussion franche. Ensuite, est-ce que vous faites donc ce travail de fond, aller à cette réunion, gérer cet aléa, parce que vous vous dites que vous savez qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire à votre place. Ce n'est pas forcément votre mandat à vous principal. Quelqu'un d'autre peut le faire à votre place. Mais vous vous dites que vous préférez le faire parce que c'est mieux. Vous aurez un meilleur contrôle de la situation. Vous êtes sûr de ne pas louper une opportunité pour bien vous faire voir de votre hiérarchie, de votre collègue. Vous vous dites que vous êtes sûr de ne pas rater une information importante pour avoir le contrôle, la maîtrise de la situation sur tel ou tel projet. Vous voyez un peu le style de pensée? Dans ce cas-là, il est peut-être temps de vous poser la question de est-ce que ça ne serait pas mieux de le déléguer à quelqu'un d'autre? Ou est-ce que ce n'est pas mieux de le reporter si on pense que c'est vraiment pas urgent? Voilà. C'est un peu ce type de discussion-là que vous devez avoir avec vous-même et également avec vos hiérarchies. Et ensuite, il peut y avoir également une troisième type de raisons pour lesquelles on veut faire les choses. C'est parce qu'on se dit, je veux aller à cette réunion ou je veux faire ce projet de fond parce que j'en ai vraiment envie. Et je sais que comparé aux autres, je vais le faire d'une façon unique qui fait que ça va vraiment être bien. Je sais que mes collègues ne sont pas capables, par exemple, ou même la concurrence n'en est pas capable pour les entrepreneurs. Donc, vous savez que vous avez votre façon spécifique de communiquer, votre façon spécifique de faire des choses techniques. Vous savez que vous avez ce petit grain de sel que vous seul êtes capable d'apporter. Auquel cas, ce genre de tâche, gardez-le. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que je vous ai totalement perdu? Ah oui, alors pour la question de la délégation, oui. Alors la rentabilité, il faut la regarder sur le long terme. Moi, par exemple, j'ai une équipe d'experts avec des niches très, très précises. C'est-à-dire que ce n'est pas des charges que je peux transférer facilement en fait, d'un membre à l'autre. Et donc, la question de la délégation se pose réellement parce que je sais que le temps de monter en compétence est très long, c'est-à-dire que le temps qu'on investit pour que la personne monte en compétence est assez conséquent. Par contre, moi, j'aime regarder sur plusieurs années. Donc, moi, dans mon cas spécifique, lorsque je recrute des personnes, c'est pour qu'elles restent au moins 5 ans dans mon équipe.
C'est plutôt, donc je cherche des profils particuliers qui veulent bien rester un certain temps, d'accord? Et donc, dans ces cas-là, même si je passe 100 heures, 200 heures à faire former cette nouvelle personne par mon expert, je sais que derrière, je vais avoir un retour sur investissement. Est-ce que ça répond à ta question, Victoria? Ce qu'il faut regarder, ce n'est pas le court terme. Donc, sur le court terme, tu vas forcément avoir une pique de charge à absorber. C'est sûr. Là, moi, par exemple, j'ai 2 experts qui sont avec 2 petits jeunes qui passent beaucoup de temps à les former. Mais par contre, je sais que ces petits jeunes, ils vont au moins rester 5 ans avec nous et que du coup, j'aurai rentabilisé le temps que mes experts auront passé à les former. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, tout est clair? Je suis impressionnée si tout est clair. Je trouvais qu'il y avait quand même pas mal d'éléments. Bon, bah super. Il y avait une personne qui voulait savoir comment on passait à l'action. Donc, en fait, une fois qu'on a organisé planifié toute cette belle semaine de travail, on va dire, des fois, on est quand même bloqué, ou on n'avance pas comme on voudrait, en fait, quand on est dans la tâche en question. On n'avance pas à la vitesse à laquelle on voudrait. Donc, c'est plutôt ça que l'on regardera la semaine prochaine. Sinon, si au global, voilà, vous trouvez que cette approche est sympa, que cette approche est différente de ce que vous pourrez trouver sur le marché, assister à des ateliers, c'est très bien. Vous allez implémenter un certain nombre de choses par vous-même. Donc ça, c'est une chose. Par contre, implémenter tous ces outils-là et les mettre en place, on va dire, sous la supervision d'une coach, donc en l'occurrence moi, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que quand vous allez réussir à avancer par vous-même, vous allez obtenir quelques résultats par vous-même. Hein. C'est pour ça que je fais ces ateliers, sinon ça ne sert à rien que vous veniez perdre votre temps avec moi, hein, ici. Donc, vous allez pouvoir avancer et avoir quelques résultats. Donc, on va dire peut-être à 5 à 10% d'amélioration par rapport à votre quotidien. Par contre, si vous venez vraiment travailler avec moi sur une période de 6 mois, c'est ce genre d'accompagnement-là que je propose, votre vie ne sera pas la même. Votre vie professionnelle, en tout cas. Hein. Je ne m'engage pas sur votre vie personnelle, mais sur votre vie professionnelle ne sera pas le même. Donc, comment ça fonctionne? Si c'est une approche qui vous intéresse, envoyez-moi un message sur Meetup. Je vous ferai remplir un formulaire où je vais vous poser pas mal de questions très précises sur les résultats que vous voulez atteindre dans votre vie professionnelle. Est-ce que c'est avoir un poste à responsabilité? Est-ce que c'est créer votre side business et commencer à générer des clients ou du chiffre d'affaires? Si oui, combien? Si vous voulez avoir une promotion, je pense que vous voulez quand même avoir une augmentation de salaire. Si oui, de combien? Voilà, donc moi j'aime bien avoir des résultats tangibles. Ensuite, donc par rapport à votre application, à votre formulaire, je vais vous dire si on peut travailler ensemble ou pas. Et après, voilà, on fera un call qui durera 1 heure, dans lequel on abordera tous ces aspects-là. Et entre maintenant et dans 6 mois, vous verrez que votre vie ne sera plus la même. Il reste 4 minutes. Est-ce que quelqu'un a une problématique particulière sur laquelle vous voulez vous faire coacher? Parce que je suis là pour ça. N'hésitez pas. Non? Soyez pas timide. Hein. Ok, super. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas de questions supplémentaires ou complémentaires, moi, je vous laisse là. Je vous retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, même heure. Est-ce que le créneau 11h30, midi et demi vous convient? Oui? Ok. Ok, ça a l'air de convenir à beaucoup de monde. Eh bien, écoutez, oui, bah, je vous retrouve la semaine prochaine
pour qu'on discute de comment on passe à l'action. Parce que ça, en fait, là, on a parlé assez, on va dire, on a beaucoup parlé de philosophie. Là, c'était assez philosophique aujourd'hui juste pour comprendre que c'est pas le temps qui nous manque, c'est nous qui créons du manque de temps. Hein, c'est ça, en fait, mon message principal. Et on crée un manque de temps par rapport aux choix que l'on fait. Et une fois qu'on a compris ça et qu'on se dit, bon, en fait, j'ai décidé que je voulais travailler sur tel projet ou tel projet, et une fois qu'on se retrouve à devoir, je ne sais pas, commencer à chercher des informations, à les mettre on va dire, sous un format sympa, commencer à appeler des gens pour pouvoir récupérer ce qui manque en termes d'informations, réaliser des réunions, tenir des réunions pour pouvoir faire avancer tout le schmilblick, là, des fois, en fait, on se retrouve à faire autre chose, on ne comprend pas pourquoi. On se dit, attends, qu'est-ce que j'étais en train de faire là déjà? Et il va falloir revenir sur ce qu'on était en train de faire. Donc, le passage à l'action, des fois, voilà, ça ressemble à ça, ou des fois, ça ressemble à un pop-up sur le Google Agenda ou Outlook qui dit de telle heure à telle heure, ou cette matinée, tu as prévu de travailler sur tel projet, et 2 heures plus tard, rien n'a avancé. Et on se demande pourquoi. Voilà. Donc, voilà le petit teaser pour la semaine prochaine. Donc, celles qui peuvent, je vous accueillerai avec un grand plaisir. Très bonne semaine à vous et si vous voulez discuter avec moi, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, je ne mords pas. À très bientôt, belle journée.